Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Ça faisait un bon gros moment que j'avais plus fait une vidéo update lecture, mais il faut dire que j'ai fait les summer vlogs et du coup j'avais décidé que tous les livres que je vous présentais dans les summer vlogs, ça ne servait à rien de faire un update lecture puisque je vous en parlais en long, en large et en travers. Et du coup, voilà, là les summer vlogs sont finis. J'ai lu depuis que les summer vlogs sont finis et du coup, comme d'habitude, j'ai 4 livres. J'ai lu 4 livres et je n'attends pas plus longtemps avant de vous présenter les livres. Comme ça, tout est frais dans ma tête et je peux vous en parler assez fidèlement. Dans cette update lecture, il y aura 2 thrillers et 2 romances. Comme ça, c'est 50-50, c'est moite-moite, c'est 50-50, je dirais même plus. C'est kiff-kiff et bourricot, comme dirait l'autre. Voilà. Donc, je propose une chose, c'est qu'on commence et qu'on ne traîne pas trop sur l'introduction, comme ça, la vidéo n'est pas trop longue. Dire qu'elle ne sera pas longue, ça serait vous mentir, puisque je fais toujours des vidéos longues, mais au moins si elle pourrait être pas trop longue, ça serait déjà pas mal. En même temps, comment voulez-vous faire une vidéo qui ne sera pas trop longue en faisant une intro qui dure bien trop longtemps? C'est la question du jour, les amis. Vous avez une demi-heure pour y répondre. Je ramasse les copies en commentaire. Voilà, bref, on y va. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est un beau gros bébé. Il s'agit de La 9e tombe de Stéphane Hanem aux éditions Albin Michel. J'ai eu le plaisir de recevoir ce livre-là par Albin Michel, donc merci à eux s'ils passent par là. Et surtout, c'est un grand plaisir parce que, je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup les thrillers nordiques, on va dire. Je les aime beaucoup pour plusieurs raisons et j'ai été agréablement surpris, même si c'est pas une surprise, euh, de les retrouver dans ce roman-là. C'est-à-dire que il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce genre de thriller, c'est l'ambiance. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des thrillers nordiques, si c'est pas le cas, je vous y invite fortement. Mais tout d'abord, les thrillers comme ça sont toujours très gros, et moi j'adore ça parce que vous vous plongez dans le livre, vous savez que vous en avez pour plusieurs jours, et vous vous immergez vraiment, et c'est toujours vraiment top. La deuxième chose, c'est qu'il fait toujours froid, il y a toujours de la neige, il fait toujours du blizzard et compagnie. Moi, j'aime beaucoup ressentir cette atmosphère de presque confiné comme ça. Vous savez, vous êtes dans un petit cocon de froid, dans l'ambiance, vous êtes pris dans le, dans le truc. Le mot parfait quand on ne trouve pas son mot. Vous êtes pris vous êtes emprisonné dans l'histoire comme ça et moi je trouve ça juste magique. Vous êtes complètement dépaysé parce que forcément vous avez des noms bizarres. Enfin bizarres que nous, chez nous, on trouve bizarres mais que pour des Suédois ou des Norvégiens c'est des noms tout à fait normaux. Et puis ce que j'aime beaucoup dans ce genre de thriller, c'est que ça prend le temps, c'est introduit à son aise, on a le temps de connaître tous les personnages, de rentrer dans leur tête, etc., etc. Et bref, j'ai retrouvé tout ça dans ce livre-là. Et déjà rien que ça, c'est bien parti pour que ça me plaise. Voilà, honnêtement. J'ai beaucoup aimé l'histoire ou les histoires de ce livre. Vous avez en fait 2 histoires parallèles et donc 2 enquêtes parallèles. D'un côté, vous avez le ministre de la Justice suédoise qui disparaît. Pouf, comme ça. Où est-ce qu'il est passé? On n'en sait strictement rien. Et de l'autre côté, vous avez la femme d'un célèbre présentateur danois qui se fait violer et tuer. C'est terrible, hein, parce que on utilise toujours ces mots-là comme ça. Elle se fait tuer, violer, mais quand même, quand on y pense 2 minutes. Bref, c'est 2 choses complètement qui ont l'air complètement différentes, qui ont l'air complètement séparées l'un de l'autre. Et pourtant, on va suivre les 2 enquêtes en parallèle et ça va être juste énorme, ça va être passionnant, ça va être génial. C'est le genre d'enquête lent, tranquille et détendu, où il se passe beaucoup de choses, où il y a beaucoup de suspects, où il y a beaucoup de petits bouts de ficelle, de pistes à suivre, de, de sens de routes sans issue, bref,
on peut pas s'empêcher de... Ah, tiens, ça c'est bizarre. Est-ce que ça serait pas lui? Ah non, c'est lui plutôt. Non, cette fois-ci, je suis sûr, c'est lui. Et forcément, on se fait toujours avoir. On ne découvre jamais le fin mot de l'histoire. En tout cas, moi, je ne découvre jamais le fin mot de l'histoire. Et c'est ce que j'adore dans ce genre de roman. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que on suit les policiers forcément dans leur enquête, les enquêteurs. euh, Comment ils réfléchissent, ce qui se passe et compagnie. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on suit les enquêteurs dans leur vie privée, euh, dans leurs déboires amoureux, dans les impératifs de la vie. Il y en a un, par exemple, qui a des enfants, donc il faut qu'il s'occupe de ses enfants, il faut qu'il s'occupe de sa femme, bref, il faut qu'il s'occupe de tout, sauf qu'il est très accaparé par son enquête, etc. Et je ne sais pas vous, mais moi j'adore quand on suit les policiers comme ça, parce que non seulement ils ont déjà du mal avec leur enquête, ils patinent, enfin, ils font des longues journées, ils partent tôt le matin, ils rentrent tard le soir et compagnie, mais en plus quand ça se passe mal dans la vie privée, moi je me mets à leur place, je me dis oh là là, quand t'enchaînes un boulot où tu passes 18 heures au bureau, que tu rentres chez toi et qu'en plus ta vie privée n'est pas gaie, je dis pas que c'est de la faute de la femme ou des enfants et compagnie. Je dis juste que si ça se passe bien dans ton couple et que ça se passe bien avec tes enfants, c'est déjà plus facile que quand tu rentres et que t'es en dispute avec ta femme et que tes enfants sont ados et qui font leur crise d'adolescence et compagnie. Enfin bref, j'ai été très compatissant avec certains enquêteurs. J'ai beaucoup aimé parce que le livre est écrit d'une manière de la manière que je préfère dans les thrillers, c'est-à-dire que c'est des chapitres alternés. Donc vous êtes une fois avec un enquêteur, une fois avec un autre enquêteur, vous êtes une fois dans l'enquête qui se passe en Suède, une fois dans l'enquête qui se passe au Danemark, vous êtes une fois avec un suspect, avec l'autre suspect, parfois vous avez le méchant sans savoir que c'est le méchant. Bref, c'est toujours des chapitres comme ça où on n'est jamais à la même place avec la même personne et compagnie. Et du coup, le livre a beau faire 663 pages, vous vous ennuyez pas une seconde, ça vous permet de changer d'air, de changer d'univers, de changer de choses et d'autres. Et du coup, bah, vous voyez pas le temps passer, vous voyez pas les pages passer. Moi, j'ai passé un énorme bon moment avec ce roman. C'est pas le coup de cœur retentissant, mais on n'en est pas loin. Je pense que ce qui m'a manqué pour que ça soit un coup de cœur, c'est la fin. La fin qui a un goût d'inachevé pour moi. Alors c'est pas que le roman est mal fichu, c'est pas que c'est le genre de roman sur lequel vous finissez en vous disant ah tout ça pour ça, pas du tout. C'est juste que l'histoire en elle-même telle que l'a imaginé l'auteur, telle que l'auteur a voulu le faire et telle que l'auteur a voulu la terminer, c'est pof. Et moi j'aurais aimé aller un peu plus loin. Et puis surtout, il y a un personnage qui m'a beaucoup déçu à la fin. Je pensais ce personnage mieux que ça. Et du coup, j'étais là, oh non, non, ne sois pas comme ça, non, non, ah non, ah non, j'ai passé 600 pages à bien t'aimer et maintenant je t'aime plus. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bref, voilà. Je vous conseille énormément ce livre parce que moi j'ai passé un énorme moment. C'est le genre de livre où vous vous embarquez dedans, vous n'arrêtez plus et ça roule comme sur des roulettes. Donc, foncez les amis. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, on va passer à la romance du coup, et c'est Le Contrat, le tome 1 de Tara Jones aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Alors, l'histoire ici, c'est l'histoire d'Angélia, une jeune fille qui vit avec son papa. Son papa a eu des problèmes puisque son entreprise est tombée en faillite. Et il y a plusieurs choses qui ne vont pas suite à ça. La première, c'est qu'Angélia a toujours eu un rythme de vie assez élevé et ça lui plaît pas de retomber dans la pauvreté, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, elle doit restreindre son train de vie et ça ne lui plaît pas. La deuxième chose, forcément, c'est que ça a blessé son père parce que bah, quand on est entrepreneur, c'est pas très gai de voir son entreprise se casser la figure. Et la troisième chose, c'est qu'il y a un membre de sa famille qui est dans une situation très... Comment vous dire ça sans trop vous spoiler, qui est dans une position où elle a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir s'en sortir. Et ben, ils ont plus d'argent. Et du coup, Angélia va décider de signer un contrat avec un jeune garçon qui s'appelle Geoffrey. Geoffrey est tout l'archétype
des hommes dans la romance, c'est-à-dire qu'il est beau gosse, il est viril et surtout il est très riche. Et ce contrat, c'est quoi? C'est qu'elle s'engage à se marier avec Geoffrey, à vivre avec lui au moins pendant 5 ans, et il y a plein de clauses dans le contrat. Elle doit prendre des moyens de contraception la première année, mais après arrêter après. Si jamais ils ont des enfants, la garde des enfants, ça sera pour Geoffrey et pas pour elle. Elle doit être à sa disposition tous les jours, sauf un jour sur la semaine, quand il a envie bah, de faire du sexe, bah, elle doit faire du sexe. Quand il l'appelle, elle doit être disponible. Enfin bref, un contrat comme ça. Euh, Il y a ce livre, ça fait quand même déjà une semaine et demie que je l'ai fini et je sais toujours pas quoi en penser. C'est-à-dire que ce livre m'a mis terriblement mal à l'aise. Dans le sens où, alors il y a deux choses qui m'ont rendu mal à l'aise. La première, c'est le fait on connaît les motivations d'Angélia, on connaît absolument pas les motivations de Geoffrey. Et ça te rend mal à l'aise parce que du coup, on a l'impression que Geoffrey ne fait signer ce contrat à Angélia que pour une seule chose, c'est qu'il est riche et qu'il veut une femme objet à côté de lui sans aucune raison. Et autant dans la réalité, qu'on soit clair là-dessus, autant dans la réalité, il n'y a pas de... Il n'y a pas à discuter, ce genre de choses c'est inacceptable, une femme n'a pas à signer un contrat comme ça, une femme n'a pas à se mettre aux ordres d'un homme, qu'il soit riche ou pas, qu'il ait une bonne raison ou pas, etc. etc. Sauf qu'on n'est pas dans la réalité, on est dans un livre, on vous présente un point de départ, vous prenez ce point de départ et vous regardez jusqu'où veut aller l'autrice. Ou alors ça vous plaît pas du tout, vous arrêtez votre lecture là, c'est le choix de chacun. Moi j'ai pris ce point de départ, je me suis dit d'accord, on va voir où on va. Et, et il m'a manqué cette motivation parce que si Geoffrey fait signer Angélia ce contrat parce que, je sais pas moi, sa famille croit qu'il est gay depuis 10 ans, il en a marre, il veut une femme pour que sa famille lui foute la paix, ou parce que Geoffrey est PDG et que dans ses affaires c'est mieux d'être marié que d'être célibataire, ou enfin bref, j'en sais rien moi. S'il y a une raison, c'est selon moi plus facile à avaler. En roman, je rappelle, dans la réalité c'est autre chose, dans la réalité il n'y a pas de bonnes raisons qui tiennent, mais dans le roman j'aurais plus facile à l'accepter que si c'est juste je suis riche, je veux une femme objet auprès de moi, qui est prêt à faire l'amour quand je veux, qui sera disponible quand je veux, etc. Vous voyez? Du coup, ne pas savoir cette motivation de Geoffrey, ça m'a... Et puis la deuxième chose qui m'a beaucoup dérangé, c'est le fait que Angélia n'ait pas vraiment le choix, ou en tout cas ait une épée de Damoclès au-dessus d'elle pour signer le contrat. Euh, j'ai voulu expliquer ça à une amie, et pour lui expliquer mon point de vue, j'ai comparé à 50 nuances degrés. On pensera ce qu'on veut de 50 nuances degrés, c'est pas le débat de cette vidéo. Dans 50 nuances degrés, vous avez un homme riche qui s'appelle Christian, et vous avez une femme qui s'appelle Anastasia, qui est étudiante et compagnie. Dans le cas de 50 nuances degrés, c'est l'homme qui, quand il rencontre la femme, dit « Moi, je n'aime qu'une chose, c'est le BDSM, c'est d'être le dominant et d'avoir une soumise. » Voilà. Ils ne se connaissent pas, ils ne sont pas encore amoureux, etc. Et donc, Christian propose à Anna de signer un contrat de BDSM où elle accepte d'être la soumise, que Christian soit le dominant, etc., etc. Mais au moment de signer, Anna, elle a rien qui la contraint à signer. Elle n'est pas pauvre, elle n'a pas besoin de fric, elle n'a pas besoin de... sa famille n'est pas en danger, elle n'a personne à charge, et on ne peut même pas dire qu'elle signe à cause des sentiments parce qu'elle est amoureuse de Christian, ils viennent de se rencontrer. Donc si elle signe le contrat, elle est libre, elle le signe parce qu'elle a envie de signer, parce qu'elle a envie de découvrir le BDSM, elle a envie d'aller plus loin avec Christian, etc. Ici, je trouve que c'est pas complètement la même chose, dans le sens où, oui, forcément, Angélia a le choix. Forcément, quand Angélia a le choix de signer, on a toujours le choix de signer ou de ne pas signer, etc. Le seul souci, c'est que si Angélia ne signe pas, elle n'a pas l'argent. Et si elle n'a pas l'argent, elle ne peut pas sauver le membre de sa famille qui a besoin absolument d'argent, sinon il pourrait y avoir de gros soucis, etc. Je reste vague sur ce point-là parce que...
Comme ça, je spoil pas tout. Et je trouve que ça rajoute une petite contrainte. Vous voyez, elle est pas tout à fait libre. Oui, elle est libre, mais si elle signe pas, l'autre, le membre de sa famille pourrait... Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a un petit peu mis mal à l'aise. Et puis forcément, ce qui m'a mis mal à l'aise tout le long, c'est c'est ce comportement de Geoffrey qui est... il lui envoie un SMS, t'es où? Pourquoi? Putain, dis-moi où t'es. Pourquoi? Et il s'énerve parce qu'elle dit pas tout de suite où il est. Enfin bref, il n'arrête pas de lui rappeler qu'elle est à elle parce qu'ils ont signé un contrat, il a payé, donc elle est à elle, et elle doit faire ce qu'il veut et compagnie. Bref, donc ça n'a duré que 200 pages, mais 200 pages où j'ai été très mal à l'aise. Vous allez me dire pourquoi t'as continué, Ludo? Euh, eh bien parce que je veux voir jusqu'où ça va aller. Je veux voir comment leur histoire d'amour vont se débrouiller, parce que je suis persuadé que le contrat va être mis de côté très vite. Et puis surtout, je sens que Geoffrey, on nous le présente comme un connard fini, comme un homme riche qui n'en a rien à foutre des autres et compagnie. Mais je sens qu'il a quelque chose en dessous. Vous voyez que c'est pas juste noir ou blanc ou c'est le connard qui a payé très cher pour avoir une femme objet et ça s'arrête là. Je sens qu'il y a quelque chose, il y a un secret, et je veux creuser, je veux savoir. Donc j'ai décidé de lire le tome 2. J'ai lu le tome 2 depuis, mais le tome 2, je vous en parlerai dans une autre vidéo, dans un autre update lecture. Le troisième livre que j'ai à vous présenter, c'est une romance aussi, et c'est Take Me Away de Lauren Joy, aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Et là, par contre, coup de cœur monumental. Alors, ce livre, comment vous en parler? C'est bien plus un drame qu'une romance, dans le sens où vous avez les ficelles et les choses de la romance, vous avez une fille détruite par la vie, vous avez un garçon qui est beau, le garçon au début est bad boy, il se laisse pas faire, il parle mal, il s'énerve, il est un peu violent, etc., etc. Vous avez le schéma du le garçon va aller mieux grâce à la fille va aller mieux grâce au garçon. Vous avez la scène de sexe à la fin, à la toute fin seulement. Et franchement, il n'y en a qu'une et c'est celle-là. Et bon, c'est pas non plus la scène la plus détaillée du monde et compagnie. Bref, vous avez toutes ces ficelles de la romance. Mais le thème principal pour moi, c'est le drame. Et le drame, c'est quoi? C'est l'histoire personnelle du personnage principal, de la fille, qui s'appelle Angélia. Et Angélia, elle m'a brisé le cœur, elle m'a remué les tripes, elle m'a... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, l'histoire personnelle d'Angélia, c'est... En fait, Angélia a un papa et une maman. Jusque-là, voilà. On est le jour de l'accouchement, le jour de sa naissance, et le jour de sa naissance, sa maman décède. Puisque l'accouchement s'est mal passé, il y a eu des complications, etc., sa maman décède. C'est déjà terrible, que ce soit pour le mari ou pour l'enfant, et c'est terrible pour le mari, sauf que, au lieu d'avoir de faire la décision que toute personne dans ce cas-là, je pense, prend, c'est d'être effondré pour sa femme, de faire le deuil de sa femme, mais de se dire, bon, j'ai une fille, la vie continue, je vais m'occuper de ma fille, et voilà. Non, là, le papa se dit, c'est de la faute de la fille. C'est de la faute d'Angélia. Angélia a tué ma femme, c'est une salope de bébé, et je ne l'accepterai jamais. Et toute sa vie, il en a voulu à sa fille. Et pas seulement voulu, c'est-à-dire qu'il a fait vivre l'enfer à sa fille pendant 17 ans. Pendant 17 ans, il l'a séquestrée, pendant 17 ans, il l'a tapée, que dis-je, il l'a battue, il l'a torturée. Quand je vous dis vraiment torturer, c'est lui foutre des claques, la taper, mais la brûler avec un chalumeau, lui tenir la tête sous l'eau dans la baignoire, enfin vraiment des trucs de torture. Et Angélia a vécu ça pendant 17 longues années. Et je peux vous dire que les moments où Angélia raconte ce qui s'est passé, grâce à des flashbacks, j'ai les larmes qui montent rien qu'à y repenser parce que
C'est terrible. Non mais imaginez-vous un enfant torturé pendant 17 ans par son père, être séquestré et compagnie. Moi je oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai pleuré avec ce livre, mais qu'est-ce que j'ai pleuré. Et le pire, c'est qu'à un moment, il y a le procès de son papa. Et alors là, les larmes, j'ai pleuré toute la soirée. D'abord, il y a le procès, c'est terrible parce que Angélia doit refaire face à son père. Son père n'a aucun remords, c'est-à-dire qu'il dit oui, je l'ai fait, oui, je l'ai fait. Il continue à insulter sa fille de tous les noms, mais des noms durs, quoi, d'un père prononcé à sa fille. Pendant le procès, on apprend tous les détails de ce que son père lui a fait. Mais en plus, le procès se passe au fil du livre, enfin, après un bon moment. Mais tout ce qui s'est passé avant compte. C'est-à-dire qu'elle est tombée amoureuse de Zach, donc il y a Zach qui est là, qui la protège du mieux qu'il peut. Euh, Elle a une mère adoptive. Sa mère lui dit ses sentiments. Donc Angélia est terriblement émue de ce que lui dit sa mère adoptive, mais en plus, enfin, c'est toutes les émotions qui se mélangent comme ça, et je peux vous dire, moi j'ai pleuré comme un gosse pendant tout le livre, c'était terriblement émouvant. Et en plus, vous avez Angélia pendant tout le livre, mais on lui offre un livre, elle n'a jamais connu le plaisir de recevoir un cadeau, donc elle est émue aux larmes parce qu'elle reçoit un livre. À un moment, elle embrasse Zach, elle sent que ça lui fait du bien, elle sent qu'il y a un sentiment en elle, mais elle n'a jamais connu l'amour, donc elle a ce sentiment en elle, c'est de l'amour, mais elle est incapable de savoir mettre des mots sur ce qu'elle ressent parce qu'elle n'a jamais ressenti ça. Il y a un moment où quelqu'un va vers elle pour la taper parce que bon, ils sont à l'école, donc c'est des jeunes, donc forcément il y a des bagarres. Quelqu'un s'interpose pour la défendre. Elle est ébahie parce que pour elle, qu'on la défende, c'est quelque chose de waouh, on m'a défendu, c'est fou. Et je vous dis, moi j'ai pleuré, j'étais là, Angélia, Angélia. Je sais que ceux qui vivent des épreuves terribles et compagnie, quelle que soit la difficulté des épreuves, détestent qu'on ait pitié d'eux. Mais j'ai pas pu m'empêcher d'avoir pitié d'Angélia parce elle m'a brisé le cœur plus d'une fois. Voilà. Et je vais arrêter là parce que les larmes montent vraiment, parce que rien qu'à repenser à cette histoire et à repenser à cette pauvre petite fille qui n'a rien fait, parce que ben, forcément, c'est pas de sa faute que sa mère soit morte à l'accouchement, et qui vit 17 ans d'enfer comme ça. Voilà. Lisez ce livre, il est terrible. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Liquide inflammable de Robert Brinza aux éditions Belfond dans la collection noire. Que dire de ce livre-là? C'est un tome 3 de Robert Brinza. Les deux premiers tomes s'appellent La fille sous la glace et Oiseau de nuit. La fille sous la glace est sortie en format poche, je vous le conseille fois 1000. Dans cette saga, on suit une héroïne qui s'appelle Erika Foster. J'anticipe la question qu'on va me poser tout de suite. Oui, on peut lire ce tome 3 sans avoir lu les deux premiers, mais c'est mieux de lire les deux premiers d'abord. Dans le sens où dans chaque tome, on suit une enquête indépendante, c'est à chaque fois une nouvelle enquête, sauf qu'il y a un fil rouge, c'est Erika Foster, sa vie, aussi bien personnelle qu'à son travail, ses relations avec ses patrons, etc. etc. J'ai à nouveau énormément aimé ce livre-là. Tout d'abord grâce à l'héroïne, moi j'adore Erika Foster, hein, c'est Foster, oui. J'adore Erika Foster, c'est le genre d'enquêtrice qui rentre dans l'art, qui va droit devant, qui ne lâche pas l'objectif de vue, elle a sa hiérarchie dans les pattes à chaque fois, le genre de hiérarchie qui ne pense qu'à une chose, c'est euh, la politique, les médias, les machins, les bidules, et qui lui mettent parfois des bâtons dans les roues, etc. J'adore les personnages secondaires, notamment ses collègues Moss et Peterson, qui sont vraiment le genre de flic qu'on sent très, comment dire, très efficace et très... Enfin, ce sont des bons flics, quoi. Et puis, j'ai adoré l'histoire de ce troisième tome. En fait, au début, Erika enquête est dans la brigade des stupes. Elle a un type en garde à vue, sauf qu'il lui manque une preuve. Et du coup, elle décide d'aller draguer un lac
pour retrouver de la drogue et espérer que sur la drogue, il y a les empreintes du type. Elle retrouve la drogue, sauf qu'au moment où elle dit « bon bah c'est bon, on replie, on a trouvé ce qu'on voulait », on repêche le corps d'une jeune fille de 7 ans. Et le corps est là depuis 26 ans. C'est-à-dire qu'on a retrouvé son corps, mais c'est des os, quoi. Un squelette. Et Erika fait des pieds et des mains pour pouvoir enquêter sur ce meurtre, alors que bah, c'est pas son boulot normalement, puisqu'elle est au stup. Finalement, on lui donne l'enquête, et là c'est le début des ennuis, parce que franchement, elle part de zéro. C'est-à-dire qu'il y a eu une enquête il y a 26 ans, mais l'enquête a été assez mal foutue. Il n'y a pas de piste, il n'y a pas de suspect, il n'y a rien. Enfin, c'est comme si la fille, elle s'était évaporée. Et c'est le genre d'enquête où il se passe pas grand-chose, où ça va très calmement, où ça va tranquille et détendu, etc., etc. Mais c'est tout aussi passionnant parce que finalement on comprend très vite que tout va se régler sur un seul petit détail, sur un tout petit truc, et on cherche avec les policiers et on se demande qu'est-ce que ça va être le truc, et tiens, est-ce qu'elle dit c'est un petit peu zarbi, et non, comment est-ce que moi je ferais, machin bidule. Donc c'était passionnant du début à la fin. En plus ça accélère à 100 pages de la fin comme dans tous les thrillers. Et là, c'est le feu d'artifice, etc. Bref, j'adore ce roman, j'adore cette trilogie, j'adore cet écrivain, et du coup, je vous conseille fortement de découvrir cette saga. Voilà les amis, c'est comme ça que se termine cette vidéo, cet update. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir l'un de ces titres. Et j'espère aussi que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.